Donc, la guerre en Ukraine s'est invitée il y a 2 ans, en février 2022, sur le territoire, sur l'Europe, alors qu'on nous avait raconté depuis des années que, pour ceux qui croyaient encore que l'Europe c'était la paix. On a dans ce conflit très grave une puissance nucléarisée qui est engagée d'un côté. De l'autre côté, on a les États-Unis avec les Européens qui flirtent dangereusement avec la co-belligérance, dans le sens où ils ont commencé par fournir des armes, puis du conseil stratégique, puis de la formation. Puis quand on fournit des armes, on fournit forcément les opérateurs qui vont expliquer comment utiliser ces armes. Bref, on est dans une situation qui est très grave. Face à cela, on a une information en France, et mes camarades à ma droite et à ma gauche parleront aussi, surtout à ma droite, de ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. En tout cas, pour la France, c'est une information qui est très partiale, qui est très pas d'accord. Donc en fait, c'est très difficile de mobiliser en France, d'où l'idée de la création de ce collectif. C'est au départ un collectif, Apocalypse Non. Donc notre collectif, il a pour but d'informer ou de réinformer sur cette escalade guerrière en Ukraine. Il a également pour but de rassembler. On peut voir qu'il y a des acteurs très différents avec des passés politiques, historiques, sociaux très différents, mais qui finalement aboutissent aux mêmes conclusions, y compris parfois pour des raisons différentes, mais peu importe, le combat est à mener sur un sujet donné, du moment qu'on tire dans le même sens, et c'est intéressant. Donc, informer, rassembler, et puis agir, parce qu'il y a beaucoup de conférences très intéressantes qu'on peut voir sur Internet, mais une fois qu'on est tous derrière nos écrans, qu'est-ce qu'on fait pour agir? J'ai en mémoire la manifestation qui avait été organisée, celle du mouvement pour la paix qui est organisée en mai ou en juin 2022, où finalement on n'a pas réussi à rassembler autant que rassemblent les Allemands par exemple. Donc c'est un peu notre objectif de faire basculer l'opinion pour je dirais, sortir de cette escalade guerrière et aboutir à la paix. Alors, comment va s'organiser la réunion? Donc, des petites précisions sur notre association. Donc, on est indépendante de tout parti politique, vous allez voir où je vais en venir. Et puis, on est évidemment ni pour l'Ukraine, d'ailleurs, il ne faudrait pas dire l'Ukraine, puisqu'aujourd'hui, l'Ukraine est un peu divisée sur le sujet. On n'est ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. Et donc, évidemment, on n'a pas de financement. Donc, cette conférence, elle fait partie de nos modes d'action. Et donc, on a mis une cagnotte sur la table à côté pour nous aider à financer, puisqu'on l'a financé cette conférence, comme on a financé nos participations au manif, nos tracts, etc., avec nos propres deniers. Donc, on a invité un certain nombre de conférenciers. Donc, à ma droite, Guy Métan, qui a fait un long voyage pour venir chez nous, qui est un journaliste suisse, qui a été responsable du club suisse de la presse, c'est ça, pendant plus de 20 ans, je crois, qui est également député au canton de Genève et qui connaît bien, je dirais, les territoires de l'Est, la Russie, l'Ukraine, etc., et qui est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, et pour les Français aussi que ça intéresse, la question de l'Europe, il y a écrit un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Le continent perdu, le sous-traitant. Alors, le sous-titre, c'est le plaidoyer pour une Europe souveraine et démocratique. Le sous-titre américain qui a paru aux États-Unis, ils ont changé de titre, ils ont mis le dilemme européen, le sous-titre, c'est même tout. Être ou ne pas être le vassal des États-Unis. Très bien. Donc, à ma droite également, donc Camille Lacroix-Rie, historienne, professeure émérite et chercheuse, auteur de nombreux livres, dont Les origines du plan Marshall, et puis toujours sur le même sujet, un livre que je vous recommande, comme Les origines du plan Marshall, bien sûr, aux origines du carcan européen,
Et puis également un ouvrage dont je parlerai tout à l'heure, je vous laisserai en parler bien sûr, qui est le Vatican, l'Europe et le Reich. Voilà. Vous nous expliquerez ce que le Vatican vient faire dans l'histoire. C'est intéressant. Et donc, à ma gauche, Frédéric Dufour, conférencier écrivain, auteur un livre avec monsieur Roman, là sur l'ingérence. Oui, bon, on a fait c'est un petit livre suite à l'intervention française en Libye. Le livre avec Ronnie Broman, c'est un livre qui est épuisé, qui s'intitule Diplomatie de l'ingérence. On le trouve sur des sites, coûte 6,50 €. Où avec Ronnie Broman a essayé de parler de... En fait, dans son métier de médecin, il a été confronté énormément à l'ingérence en diplomatie, et notamment à l'excuse de l'ingérence humanitaire, pour pouvoir envahir un pays, le Kosovo par exemple, ou la Libye par exemple. Oui, alors moi je suis un petit peu le Candide de l'affaire, dans la mesure où quand l'affaire ukrainienne a commencé, j'avais déjà publié plusieurs livres, mais moi je ne suis pas historien, je suis docteur S-lettres, et je me suis spécialisé dans les relations culturelles franco-américaines. Alors, c'est pas pareil, dans les années 60. C'est pas pareil, mais je connais bien les États-Unis, et je connais aussi bien l'Union européenne, parce que j'avais publié auparavant déjà un livre sur l'Union européenne, et j'étais plus connu, c'est paradoxal, pour un livre sur la Marseillaise, à un moment donné, qui avait été... donc, Chevènement avait chanté les louanges, et donc, quand la guerre a commencé, déjà en 2014, ça m'a plu de me chatouiller, parce que je me disais bien que toutes ces banderoles étaient forcément financées par quelqu'un, et quand on connaissait le prix des choses. Et puis il y a eu aussi les affaires biélorusses, qui étaient à peu près la même chose, avec un financement de l'Union européenne. Il y a quantité... on va rentrer dans le débat de suite, là. Il y a quantité d'ONG, soi-disant, qui sont des pro-démocratie. Sous l'imitation des États-Unis, l'Union européenne en a créé aussi. Et donc, nos impôts servent aussi parfois à entretenir la subversion. Et c'est quand j'ai eu quand j'ai vu une vidéo, notamment de Victoria Nuland, qui est l'actuelle, on va dire, ministre des Affaires étrangères de Washington. À l'époque, Victoria Nuland était secrétaire d'État. Non, elle était... En français, on dirait secrétaire d'État. Elle était fonctionnaire, elle était sous-secrétaire d'État, voilà, responsable de l'Europe centrale et donc un petit peu de l'Ukraine. Et dans une vidéo, elle disait, mais... alors, il y avait eu déjà une captation en 2014. Oui, je vais très vite. Et dans une vidéo, elle disait, parce qu'on doit rendre des comptes aux États-Unis, c'est de l'argent public, donc on rend des comptes, et tout est transparent, et surtout, ils ont l'avantage, les Américains, de déclassifier leurs documents sensibles beaucoup plus tôt que nous, et là, les documents étaient déclassifiés et accessibles. Et quand j'ai lu ces documents où ils disaient, pour la subversion en Ukraine, on a dépensé tant de millions de dollars, alors je me suis dit, là, c'est quand même milliards, oui. En 2014, on était déjà en milliards, oui. Mais moi, les chiffres, vous savez, moi, je gagne que 2000 € par mois, alors... Donc voilà, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un travail de ce que l'on appelle maintenant, très pompeusement en anglais, mais je voulais vous le dire en français, un journalisme de données. Donc c'est quelqu'un qui cherche des données et qui les rassemble. Et bon, j'ai fait une sorte de dossier de presse, et ce livre c'est une sorte de dossier de presse finalement, en m'appuyant, attention très difficile, sur les grands médias français et la source officielle américaine aussi. Donc... voilà, parce que je peux lire l'anglais, donc j'en profite. Donc, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Dufour, c'était finalement, est-ce que la guerre a commencé en février 2022? Est-ce que le gouvernement russe, parce que moi j'aime pas dire Poutine, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit toujours Poutine, on croirait qu'il n'a pas de prénom, puis par contre Volodymyr Zelensky, alors ça tout le monde... Voilà, puis on a l'impression qu'en Russie, il n'y a qu'un habitant, c'est Poutine. Donc moi je dis le gouvernement russe a décidé une intervention en février 2022
Et est-ce que finalement la Russie s'est réveillée un matin en se disant tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais aller envahir l'Ukraine? Est-ce que cette histoire a vraiment commencé en 2022 comme nous le laissent encore supposer aujourd'hui les médias? Hein, j'entendais cette semaine sur France Inter, Léa Salamé qui interviewait je ne sais qui par rapport au matériel, le ministre des Armées, par rapport au matériel qu'on fournissait aux Ukrainiens. Et c'était un concours avec les Anglais, les Allemands, à qui le plus gros char, à qui le... Mais pas un mot sur finalement l'origine de ce conflit. Si on aurait aimé entendre Léa Salamé quand on parlait des accords de Minsk, pourquoi ils n'ont pas été respectés, etc., etc. Oui, alors Léa Salamé est normalement bien placée pour dire que c'est en 2014 que ça a commencé, puisque le père de ses enfants était Raphaël Glucksmann, donc était déjà à Kiev, déjà en cette période-là. Vous savez que bon, c'est vrai qu'en France, on ne s'occupe pas tellement de la vie privée des gens, mais quand même, il est bon de signaler que Léa Salamé vit avec Raphaël Glucksmann, lequel Raphaël Glucksmann a précédemment été marié avec la ministre de l'Intérieur de la Géorgie, et que lui-même était conseiller à l'époque, donc je crois que c'est aux années 2007. 2007, c'est ça? En tout cas, l'affaire géorgienne, il était conseiller, il était membre du cabinet du président Saakashvili à l'époque, qui lui-même, Saakashvili, a quitté la Géorgie une fois qu'il n'était plus président pour devenir un homme politique ukrainien. Bref, ce qui m'a étonné, c'est qu'à partir de 2014, la langue russe étant interdite dans les communications publiques, néanmoins, on peut supposer que dans les réunions, les réunions entre hommes politiques, ils devaient certainement parler le russe, puisque entre un Géorgien et un Ukrainien, on le sait, c'est pas la même langue, et la langue qu'ils ont de commune, c'est le russe. Mais on peut d'ailleurs rajouter qu'à partir de 2014, on a eu un ministère qui était avec 4 ministres étrangers, si je me trompe, dont une américaine qui rapidement a changé de passeport. Elle avait un nom, elle avait pour elle d'avoir un nom un peu enco, un peu ukrainien, ou russo-ukrainien, et donc elle, même ne parlant pas l'ukrainien, les conseils des ministres devaient se passer évidemment en langue russe. Tout ça, évidemment, ça nourrissait une telle aigreur de la part des 40% de russophones. Quand je dis russophone, c'est que, bon, moi, évidemment, il faut que je vous confesse une chose, je ne suis pas allé en Ukraine indépendante. Je connaissais l'URSS, parce que j'avais pris le transsibérien. Bon, bref. Mais en Ukraine, tout le monde comprenait le russe. Hein. Il faut que les choses soient claires au niveau de la langue. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a un peu surpris et qui m'a lancé, qui m'a indigné. Et donc, mon livre est sorti d'une indignation. Je me dis, mais il faut qu'on arrête de nous raconter des bêtises. Moi, j'ai traversé l'URSS à plusieurs reprises. C'était encore l'URSS. Moi, j'étais en fait à Moscou au moment du putsch de Moscou. Hein. Et à cette époque, si on parlait une langue étrangère, c'était le français d'ailleurs. Et autrement, tout le monde parlait le russe. Du Kazakhstan jusqu'aux frontières de la Hongrie. Et donc, quand on voyait la structure même du gouvernement en 2014, car c'est là vraiment qu'a commencé le conflit, on rappelle une chose, il y avait une guerre civile. La guerre civile a commencé parce que les gens ne pouvaient pas accepter le changement de gouvernement forcé. Alors c'est vrai que si on dit coup d'État, c'est compliqué. Alors, les gens ne pouvaient pas supporter ce qui s'était passé à la place Maïdan, c'est-à-dire que premièrement, il y a eu 80 morts, que ces 80 morts c'était un peu louche, qu'il y a eu une enquête, je parle directement de la place Maïdan un peu, après je peux parler de la maison des syndicats, hein, donc la place Maïdan, ça a commencé par un désir peut-être légitime des Ukrainiens de sortir enfin de la corruption et de devenir un peu comme les anciennes républiques soviétiques voisines, à savoir les pays baltes, ou même la Russie, c'est-à-dire sortir de cette misère administrative et de cette corruption, qui est d'ailleurs très très bien transcrite dans la série où, à l'époque il s'appelait Vladimir, où Vladimir Zelensky était l'acteur principal, hein, serviteur du peuple. Cette série est très bien conçue, d'ailleurs je pense qu'elle ne pourrait pas passer en France dans un contexte français, on ne pourrait pas dire ça.
mais il montre la corruption terrible qu'il y avait. Si les multinationales européennes ou américaines pouvaient s'installer là-bas, c'était parce qu'on graissait largement la patte de certaines personnes. Et cette corruption a une histoire. À partir de 1991, quand les choses, quand l'économie a été libéralisée avec des conseillers qui étaient peut-être même pour certains des anciens conseillers de Pinochet au Chili, donc on a ultra-libéralisé l'économie, l'ex-économie soviétique. Ça s'est passé, ça a été un chaos pour toute l'ex-URSS, mais en Ukraine, bon, en Russie, il y a eu un changement de gouvernement en 2000 qui a mis un peu d'ordre, de manière un peu brutale peut-être, mais l'ordre a été mis. Et en Ukraine, non, ça a résisté. Dans les pays baltes, ils ont été intégrés dans l'Union européenne, il y avait des critères de convergence, il fallait s'y suivre. Et c'est vrai que quand on va en Estonie maintenant, l'Estonie c'est comme chez nous, quoi, avec un climat social difficile et raciste envers les russophones. Ça, faut le préciser, il y a 2 parties de la population en Estonie qui se regardent en chien de faïence. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le déroulé. Ah oui, le déroulé, oui. Donc ça a commencé réellement par une guerre civile. Cette guerre civile, il y a eu des massacres, mais pourquoi? Les gens étaient en colère. Il faut imaginer que tout d'un coup, il y a un gouvernement qui décide qu'à l'école, les enfants ne doivent plus porter le même prénom. Non, non, toi tu t'appelles plus Vladimir, tu vas t'appeler Volodymyr. Non, non, toi tu vas plus t'appeler Alexandre, tu vas t'appeler Olexandre. Donc on ukrainise les prénoms, on change, on touche à des choses comme ça, on change des symboles très forts. Là j'ai un article du Monde diplomatique de mars 2022 où Pierre Rimbert rappelle les événements et je vais me permettre de vous les lire. Après la révolte du Maïdan, le début de la guerre civile au Donbass et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le président ukrainien, Petro Poroshenko, promulgue en mai 2015 la loi de décommunisation. Voilà. Elles punissent la promotion des idées communistes, interdisent les symboles soviétiques et élèvent au rang de combattants pour l'indépendance des groupes antisémites ayant collaboré avec les nazis. L'organisation nationale ukrainienne, la UN, dont les milices participèrent à l'extermination des Juifs, et sa branche militaire, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, UPA, responsable entre autres du massacre de 100 000 Polonais. L'une et l'autre bénéficient désormais d'un hommage national le 14 octobre. Et chaque 1er janvier à Kiev, une marche au flambeau honore la mémoire de Stepan Bandera. Alors, tout ça, c'est vrai que moi, quand j'ai entendu, 6 mois après le déclenchement de la guerre, Arnaud Klarsfeld prendre la parole à Radio J, alors une radio confessionnelle, mais qui dispose d'une grande liberté éditoriale, visiblement, en tout cas plus qu'à France Inter, Arnaud Klarsfeld, qui dit mais c'est intolérable, on ne peut pas faire entrer dans l'Union Européenne un pays où on a comme boulevard, le boulevard Stepan Bandera. Quoi, ça me semblait couler de source. Et ce livre-là, j'avais voulu l'écrire d'ailleurs avec mon ami Ronnie Broman, et Ronnie Broman m'a dit mais non, moi je ne peux pas penser ce pays-là. Comme ça il m'a dit. Mes ancêtres étaient là, ils viennent de Galicie, ils étaient juifs, la moitié, les 2 tiers de ma famille ont été tués dans des pogroms, donc dans les années entre 42 et 45, et je ne peux pas. Lui, il y avait une sorte d'interdit, une sorte d'angoisse, rien qu'à réfléchir cette question-là. On était dans l'irrationnel, je le conçois, mais je conçois aussi qu'on puisse avoir des sentiments. Et donc tout ça, ça m'a vraiment mobilisé, parce que bon, moi qui suis issu d'une famille, j'étais au catéchisme, et quand on me disait qu'il ne faut pas mentir, eh bien je l'ai cru. Et là, j'ai vu un troupeau de mensonges, et quand je me suis un tout petit peu plus documenté, j'ai vu encore plus de choses. Alors on peut parler de la maison des syndicats, c'est ça? Alors la maison à Odessa, donc par exemple, quand on vous interdit de parler votre langue maternelle dans un pays qui est quand même bilingue depuis 3 siècles à peu près, et où le russe a le statut quand même d'être la langue de la culture, la langue des villes, et l'ukrainien, de manière traditionnelle, la langue de la campagne. En fait, dans mon livre, je me suis un petit peu documenté, j'ai regardé le Larousse du 19e siècle à ukrainien. D'abord, c'est un mot nouveau, hein, Ukraine, c'était pas ce nom-là, hein, mais on trouve quand même l'entrée, on est à la fin du 19e, on trouve l'entrée ukrainien, et il y a indiqué
dialecte russe, dialecte de la campagne russe. Voilà. Donc c'est comme ça qu'officiellement l'ukrainien était... Et quand... alors, avant de me lancer dans l'écriture de ce livre, j'ai écouté aussi, parce que c'est très intéressant, les discours de Vladimir Poutine. Ils sont très documentés et intéressants. Et il dit une chose qui est incontestable sur le plan historique. Je doute que vous me disiez le contraire. L'Ukraine, mais c'est quand même Lénine qui l'a créée. L'Ukraine moderne, l'Ukraine indépendante, la République d'Ukraine, c'est Lénine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu en 1917 une construction un peu floue faite par l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois parce qu'ils avaient soif, ils avaient besoin des richesses ukrainiennes et puis ils avaient conquis, c'est à l'époque de l'accord Brest-Litovsk, et en 1917, donc, cette paix qui avait été signée rapidement. Mais c'est Lénine, et alors à la même époque, en 2014, on voit les statues de Lénine, donc le créateur de l'Ukraine, qui sont déboulonnés, quoi. Et tous ces Russes-là qui voient ça, qui voient que leurs enfants ou leurs petits-enfants, on leur interdit de dire leur prénom de naissance à l'école, qu'on leur interdit de parler leur langue maternelle à l'école, c'est une révolte. Et donc, à Odessa, il y a eu une manifestation bon enfant. On est donc dans le courant de l'année 2014, je crois, oui, à Odessa. Et donc, arrive dans cette manifestation qui se déroulait convenablement, avec des grands-mères, des parents, des grands-parents, des petits-enfants, des gens avec des battes de baseball qui leur tombent dessus, qui sont venus de Kiev en autobus, financés avec de l'argent occidental. Il faut savoir que l'argent occidental finançait ces réseaux d'extrême droite. Depuis 1945, les États-Unis s'appuient sur le bandérisme pour financer, parce qu'ils étaient anticommunistes. C'était le pragmatisme américain, ça. Ils étaient à Munich, ils travaillaient à Radio Free Europe, et il faut aussi rappeler qu'il y a eu une guérilla entretenue par la CIA dans l'ouest de l'Ukraine jusqu'en 1957. Ouais. Ouais. Voilà. Donc l'Ukraine a toujours été finalement un cheval, un territoire à conquérir pour les Occidentaux quelque part. On peut le voir depuis 1910. Alors j'en reviens à cette manifestation à Odessa. Donc des gens avec des battes de baseball arrivent et quelques symboles un peu néo-nazis, parce que ça existe aussi. J'ai un autre article dans le Monde diplomatique qui le signale et qui s'insurge en 2014, parce que ça aussi, moi j'avais suivi les événements de Maïdan, et dans le Monde, je parle du Monde quotidien, dans le Figaro au quotidien et dans les grandes chaînes de télé et même dans Libération, on voyait qu'il était question de groupes néo-nazis que l'on voyait qui étaient visibles à Maïdan de par leurs insignes et qu'on ne pouvait pas suivre ces gens-là. Mais arrivé en 2022, il n'en était plus question dans nos journaux. Ça m'a vraiment étonné. Il a fallu attendre 4 mois après Arnaud Klarsfeld sur Radio J. Bon, ça m'a énormément étonné de la part de nos journalistes qui se disent très libres et qui ne sont même pas capables de défendre Julian Assange qui est emprisonné depuis maintenant 13 ans. Voilà. Merci, mais bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc cette manifestation, des gens qui bastonnent, des grands-mères, des grands-pères, des enfants, les gens se réfugient dans une maison qui est un lieu public qui s'appelle la maison des syndicats, on balance des cocktails Molotov, le feu y est mis, la maison est incendiée et on a 80 morts. Donc des victimes qui sont des enfants, des grands-parents, des gens, des bons enfants. Mais là, la défaite de nos journaux, là aussi on le voit, ça se passe en 2014. Hein. Quand j'ai appris cette affaire en regardant un film qui avait été produit par Canal+, mais qui n'a pas été diffusé par Canal+. Et quand, au cours de l'écriture de mon livre, j'ai mis à chaque fois les références numériques pour qu'on trouve le film, à chaque fois il a été déplacé, et on le trouve désormais non plus sur YouTube, mais sur Odyssée, qui est une plateforme vidéo un peu plus libre, bon, on y trouve de tout hein, sur Odyssée, mais un peu plus libre en tout cas, parce qu'il y a moins de censure. Et je crois que c'est le film, il s'appelle Donbass, ce film. Et donc dans ce film, c'est filmé, c'est documenté, on voit les événements qui ont été filmés. Mais la presse européenne n'en a fait que très peu mention de ce massacre. Vous voyez, il y a des choses qui ont entraîné une révolte telle que c'était insupportable et ne pouvait commencer qu'une guerre civile en fin 2014. Et au moment, alors la Crimée avait été annexée, ça on le sait, mais ça a été suivi pour justifier cette annexion d'ailleurs non pas d'un référendum, mais
d'un sondage fait... Alors le gouvernement de Crimée avait pris soin de demander à 2 grandes agences occidentales de faire l'enquête sociologique. Et l'enquête sociologique montrait des sondages. C'est des sondages faits par des techniciens et des sociétés allemandes et américaines. JFK notamment pour l'allemande, qui est la plus connue. Un sondage qui montrait à plus, je n'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 80% de la population était en faveur d'une autonomie du Donbass. Au moins, et un petit peu moins du rattachement à la Russie. Mais évidemment, la Crimée, je veux dire, n'importe quel observateur, c'est difficile de dire le contraire. Légalement, c'était ukrainien, d'accord, mais ethniquement et historiquement, russe. Bref, tout comme le Sud, etc. Voilà. Il y avait d'autres questions? Par la suite, il y a eu les accords de Minsk, donc ça serait bien de compléter sur, je vous laisse compléter sur ce volet, ce qui s'est passé, puisqu'on a eu finalement l'aveu de Angela Merkel et puis de François Hollande, qui ont déclaré tout de go que ces accords avaient été signés, mais qu'ils ne les avaient pas réellement pris au sérieux, puisqu'ils avaient été signés pour permettre aux Ukrainiens gagner du temps, finalement, sur le réarmement de l'Ukraine. Certains spécialistes disent également, comme Jacques Beau, donc par rapport à ça, eh bien, les Russes ne se sont pas trompés, que les Ukrainiens, avec les États-Unis, préparaient une invasion beaucoup plus importante du Donbass que ça avait été le cas aujourd'hui, à la fois pour réussir peut-être à l'envahir, mais aussi pour, selon l'interprétation, et là je ne me prononcerai pas, tendre un piège à la Fédération de Russie pour qu'elle s'engage dans cette guerre. Oui, alors c'est marrant parce que je viens de lire justement un article de Charles Anderlin qui dit à peu près la même chose, mais pour la Palestine et Israël. C'est-à-dire un piège tendu, bon bref, pour conquérir du territoire. Pardon, j'ai oublié. Les accords de Minsk. Ah oui, alors il y a eu 2 accords de Minsk, parce que le premier ne fonctionnait pas, on en a fait un deuxième. Évidemment, ils n'ont pas été suivis, il y a eu des pommes de discorde dans le premier parce que les Ukrainiens, les autonomistes du Donbass, donc à partir de 2014, on a une guerre civile, je signale, hein. Donc c'est des Ukrainiens contre des Ukrainiens, et ce sont des Ukrainiens, donc le pouvoir central de Kiev bombarde d'autres Ukrainiens, notamment une population civile. Donetsk est une ville qui a été pendant 6 ans bombardée. Il y a eu 13 000 morts en cette période des 2 côtés. Hein. C'est une période de guerre civile entre Ukrainiens, avec à la frontière, évidemment, quelques nationalistes russes qui sont venus épauler les Ukrainiens, ou comme nous on sait le faire parfois, j'ai un beau-frère militaire, comme on sait le faire parfois, on envoie des troupes sans écusson, sans insigne, et on leur triple, quadruple ou décuple la solde pour se battre aux côtés de certains... C'est ce qu'on fait en Ukraine, hein. Je veux dire, quand on dit qu'il n'y a pas de soldats de l'OTAN, eh bien à mon œil, hein, notamment des Britanniques, on leur triple la solde et puis ils y vont, hein, mais sans insigne. Nous on faisait ça au Tchad. Alors les accords de Minsk ont toujours été... Oui, alors c'était une ligne de cessez-le-feu. Les accords de Minsk, c'était un statu quo d'abord, avec une ligne de cessez-le-feu, puis ensuite, petit à petit, un vote d'autodétermination, il me semble me souvenir, parce que j'ai pas relu mon livre. Oui, et surtout une bande de neutralité. Oui, c'est-à-dire que oui, il y avait besoin d'une neutralité et d'une autonomie. C'est-à-dire une autonomie un petit peu à la sauce comme la France le fait avec la Kanaki, hein, c'est-à-dire une zone où bien on a d'autres territoires d'outre-mer qui sont plus ou moins autonomes, nous. Eh bien à peu près la même chose, ou bien à l'espagnol, une fédéralisation de provinces comme font les Espagnols avec leur province, la province basque, elle est le basque, et on y parle le basque. C'était un petit peu ce projet-là. Je le dessine à grands traits, mais je suis avec des techniciens. Oui, oui, c'est quoi la question? Oui, alors ce traité n'a pas été respecté.
Ce traité n'a pas été respecté, Voilà. et pourtant Volodymyr Zelensky, qui, je le rappelle, 4 ans auparavant s'appelait Vladimir Zelensky, alors, pour écrire mon livre, j'ai regardé la plupart de ces vidéos qui sont sur YouTube, qui sont drôles. Je veux dire, on a affaire à un homme de spectacle. Un homme de spectacle avec sa troupe, c'est génial. Ils abordent des sujets qui sont politiquement très incorrects. Je veux dire que Dieudonné, nous, on l'a mis au rencard pour moins que ça. Hein. Et bon, je ne comprends pas hein, le russe. Je ne comprends pas tout le russe, surtout dans un sketch. Mais c'est quand même, il y a les images. Et puis, il faut le regarder, hein, serviteur du peuple, c'est très intéressant. Et donc, Volodymyr Zelensky, il est élu sur un programme de paix. Il veut faire la paix, c'est pour ça qu'il a été élu. Oui, alors justement, je voulais passer la parole à Guinéton, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui, et c'est même paru dans la presse ukrainienne, mais malheureusement nos médias ne l'ont pas relevé, qu'à plusieurs reprises, et très tôt, les Ukrainiens ont voulu négocier la paix avec la Fédération de Russie, mais que ce sont les Européens qui les en ont empêchés. Et les Américains, oui, bien sûr. Oui, merci. Merci. Oui, ça va ou bien hein? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Oui, là, Pourquoi il faut pas. Voilà. Mettre le micro plus près. Oui. Allez, on va prendre celui-là, on va se passer le micro. D'accord. C'est juste une précision biographique pour préciser les choses. C'est pas par égocentrisme, mais pour être tout à fait clair. Oui, et puis il se trouve que j'ai le passeport russe parce qu'après ça m'est reproché, enfin, etc. Donc que vous sachiez, je suis double national depuis 25 ans parce que il y a une trentaine d'années, avec ma femme, nous avions adopté une petite fille russe et que sous Yeltsin, ça nous avait valu le passeport russe par Yeltsin a signé un oukase qui nous conférait la nationalité parce que les Russes avaient été touchés qu'un brave Suisse des braves Suisses comme nous, parce qu'à l'époque c'était la crise et tout le monde essayait de partir de la Russie. Et là, pour une fois, il y avait un Suisse qui voulait devenir russe. C'était tellement étonnant qu'on nous a récompensé avec la nationalité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Poutine, c'était il y a... Exactement. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, j'ai été à peu près 80 fois en Russie ces 25 dernières années, seulement 5 fois en Ukraine. Enfin, disons, voilà, juste pour repréciser au cas où ça sortirait, parce que ça m'est souvent reproché. Pour répondre à la question sur le... Oui, bah, évidemment, qu'il y a eu des tentatives. Vous vous souvenez, j'étais à Minsk au mois de... dernière fois, c'était au mois de juin, visiter justement le lieu près de Brest, l'ancienne Brest-Litovsk, où sont déroulées les premières négociations début mars 2022. Et ensuite, elles ont migré à Istanbul. Et comme vous le savez, le 28-29 mars, Zelensky a fait une conférence de presse pour dire « Nous sommes en train de signer la paix ». Enfin, cesser le feu, pas la paix. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, Boris Johnson se précipite à Kiev et apparaît aussi l'histoire de Boutcha, aussi comme par hasard. Et là, eh bien, comme par hasard, plus du tout de paix. Une semaine, 10 jours après, c'était complètement abandonné sur pression anglo-américaine. Je vais juste peut-être quand même compléter un tout petit peu ce qu'a dit notre collègue. Pour moi, ce conflit commence aussitôt après, enfin pas le conflit ouvert, mais les tensions, aussitôt après l'éclatement de l'Union soviétique, quand l'Occident a donné, sous le président Bush, a donné à Gorbatchev des garanties suivant lesquelles, en échange de l'abandon de l'Europe de l'Est par l'armée rouge, eh bien, il n'y aurait pas de progression de l'OTAN à l'Est, ni en Allemagne de l'Est, ni dans les autres pays de l'Est. Et ça, c'était la condition pour la réunification allemande et effectivement pour que l'armée rouge quitte toutes ses casernes. Ça n'a pas été fait. L'ambassadeur Jack Matlock, qui vit toujours aux États-Unis, que je connais bien, pourra le confirmer, c'est sur son site. Tout ça est avéré. Roland Dumas l'a fait. Les archives qui sont à l'université de Georgetown à Washington l'établissent clairement. Mais la Russie était complètement hors d'usage, on va dire, pendant cette décennie malheureuse. Ce qui a commencé à faire frémir, disons, les Russes, c'est la progression de l'OTAN,
ça pouvait encore éventuellement être accepté parce qu'ils n'avaient pas les moyens de refuser, mais ça a été le bombardement de Belgrade en 1999. Parce que là, c'était une violation crasse du droit international et c'était une intervention illégale de l'OTAN sur un territoire qui normalement n'aurait jamais dû être occupé par l'OTAN, la Yougoslavie, justement, qui faisait partie de ce périmètre qui avait été défini avec Gorbatchev en 1990, je parle suisse, 1990-91, 80, voilà, et avant 89-90 au moment de la fin de l'Union soviétique. Et ça, c'est là où en Russie, et ça coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Poutine. C'est pour ça qu'on lui colle ça sur le... Mais Primakov, avant, avait déjà dit, qui était Premier ministre en 96, avait déjà dit que c'était un casus belli, entre guillemets, pour la Russie. Même Yeltsin, une fois, l'avait dit à Clinton, mais on n'écoutait pas ce qu'il disait. L'autre moment clé, c'est 2007, la conférence de Munich, quand Poutine vient à Munich et dit « Maintenant ça suffit, nous ne voulons plus que l'OTAN progresse. Et nous ne voulons pas l'OTAN à nos portes. » C'est-à-dire, les Pays-Baltes, c'était déjà trop tard, mais en tout cas pas l'Ukraine et la Géorgie. 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Le sommet de l'OTAN qui a suivi, début 2008, la conférence de Munich, donc début 2008, qu'est-ce qu'elle fait, cette sommet de l'OTAN? Accepte de faire entrer, propose plutôt à la Géorgie et à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Ce qui était une gifle pour tout ce qu'avait dit Poutine avant, en 2007, à la conférence sécurité de Munich, et une claque énorme, sous-entendu, vous êtes de là, et nous on fait ce qu'on veut. Et ça a été un élément décisif. Et puis après, donc 6 mois après, c'était la conférence où on invite la Géorgie et l'OTAN, et 6 mois après, c'était en mars, et au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Poutine est au JO de l'inauguration des JO de Pékin, le 8 août, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on ouvre, il y a les feux d'artifice à Pékin, la Géorgie attaque l'Ossétie. Parce qu'ils pensaient qu'évidemment, avec l'aide des Américains, ils n'auraient pas pu bouger si les Américains n'avaient pas donné leur autorisation. Parce qu'ils pensaient que les Russes étaient en train de se saouler à la vodka en regardant les JO. Manque de peau, les Russes ont réagi et Saakashvili s'est fait rétamer. Mais c'est la Géorgie qui a attaqué. Si vous lisez la presse aujourd'hui, la presse européenne, on vous dira tout le temps que c'est les Russes qui ont attaqué. C'est complètement faux. Sur le site du Conseil d'Europe, une ambassadrice suisse, Mme Tagliavini, a fait le rapport du Conseil d'Europe sur ce qui s'était passé. Noir sur blanc dit ce sont les Géorgiens qui ont attaqué. Les Russes ont réagi, riposté. Et puis la troisième chose a été bien expliquée, c'était Maïdan. Ça, c'était le point de bascule. Poutine n'avait aucune raison d'envahir l'Ukraine, il n'en a jamais parlé jusqu'avant 2014. Aucune raison. Il n'a jamais mentionné une quelconque action en Ukraine, militaire, etc., puisque pour lui, c'était clair que l'Ukraine, c'était un pays ami, ils étaient en train de négocier des accords économiques, après, bon, on connaît l'histoire, il y a Barroso qui s'est précipité pour proposer l'accord avec l'Union européenne, bref. Mais s'il n'y avait pas eu, moi j'appelle ça un coup d'État, parce que c'est un vrai coup d'État, si vous relisez le verbatim de ce que Mme Hollande a dit, genre fuck the EU, l'Europe, allez vous faire foutre, c'est ce qu'elle a dit, c'est très clair. Puis qu'elle discute avec son ambassadeur Jeffrey Piat en disant, on va voir qui c'est qu'on met comme président. C'est comme ça qu'ils se parlaient les deux. On en a pensé à Klitschko, l'actuel maire. Mais Klitschko, non, ça va pas très bien. Mais il y en a un autre, là. Finalement, on va pas prendre Klitschko, on va prendre l'autre. Ils ont pris l'autre, là, Yatsenyuk. Ils l'ont bombardé président. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc c'est un pur coup d'État. D'ailleurs, c'est quelqu'un... L'enregistrement est accessible. Et c'est encore quelqu'un des services secrets français qui m'a raconté, lui, il observait ça à Maïdan pour les renseignements français. C'est un ami. Et lui m'a dit, j'ai tout filmé, montré les vidéos, ceux qui ont tiré, parce qu'il y a eu ces tirs qui ont fait des morts sur Maïdan, c'est à l'hôtel Ukraina, là où je résidais quand j'étais
c'est depuis je sais plus, le 12e étage, je n'étais pas tout à fait sur le toit, ou le 20e étage de l'Ukraine, qu'on a commencé à tirer, que des mercenaires ont tiré sur les Berkouts, la police, pour que les Berkouts réagissent, parce qu'ils se faisaient tirer dessus, donc ils ont tiré, et à partir de là, c'était une pure provocation. Et la première chose qu'on a fait après Maïdan, le gouvernement, c'est un Français qui me l'a raconté, ça a été de scier les arbres qui sont sur l'avenue, parce que sur les arbres, on voyait l'impact des balles, et on voyait que les Berkouts étant de ce côté, puis les autres de l'autre côté, les impacts de balles étaient de ce côté, donc ce n'était pas les Berkouts qui avaient pu tirer, parce que les impacts de balles sur les arbres venaient de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un professeur de l'université d'Ottawa qui a fait toutes les analyses balistiques. Voilà. Bref, coup d'État, et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puis ensuite... Et la police ne pouvait pas tirer, parce qu'au début, elle n'était pas armée Alors d'armes après, oui, létales. parce qu'il y a eu quand même des échanges de tirs réciproques. Mais par la suite. En fait, il y a une enquête qui a été faite Voilà. par un très bon journaliste d'investigation italien. Alors, quand on lit l'italien, on peut encore le lire en ligne. Et ça a été repris par Pour moi, Marianne, la meilleure, un c'est numéro celle du de- magazine Marianne. Oui, mais ça a été repris. La meilleure enquête, c'est celle du professeur d'Ottawa, parce que c'est un spécialiste de la balistique. Il connaît tout ça et il a fait un truc, enfin, je vous recommande le site d'ailleurs dans mon livre, c'est extrêmement exhaustif. Il a encore publié un livre récemment. Et lui, les autres, après, ont repris. Ça a été repris Voilà. à partir de son étude, qui a paru d'ailleurs fin 2014. Le début journaliste 2015. italien a fait une enquête indépendante de son Oui, côté. oui, mais En enfin, à mon semble- avis, c'est une reprise Ouais. des analyses de monsieur. Et puis, bon, je ne vais pas faire trop long, mais juste pour dire qu'après, en 2022, moi j'étais à Saint-Pétersbourg 4 mois après, c'était en juin 2022, par hasard, parce que c'était un colloque géopolitique, et là il y avait un peu tout le gratin russe, des sénateurs, vice-présidents de Russie unis, enfin bref, des géos. Et puis sur le bateau, ils racontent, c'est intéressant, ils racontent comment les Russes, comment ils ont décidé d'intervenir en Ukraine. Mais entre eux, parce que c'était encore tout frais, c'était 3 mois avant, et puis il y avait le vice-président du parti, donc c'était le petit cercle. C'était en mai, donc c'était 3 mois après, là, oui, mars, avril, mai, 3 mois après. Et c'était, puis j'étais là, parce que bon, comme j'ai le passeport, je fais partie un peu du club, même si je parle de russe. Voilà, on va dire comme ça. Et c'est intéressant de l'écouter, parce que c'est une histoire très russe. C'est à la fois complètement planifié et complètement improvisé, cette action-là. Parce que, et vous vous souvenez aussi du sommet de Poutine-Biden à Genève le 16 juin 2021, pendant toute l'année 2021, bien que les Russes étaient déjà très énervés par le comportement de l'OTAN, tout ce que j'ai expliqué, mais ils ont essayé de faire la paix. Toute l'année, il y a eu des négociations, moi je les ai commentées à la télévision russe, enfin bref, avec encore la dernière rencontre Blinken-Lavrov à Genève en janvier 2022, enfin, etc. Chaque fois, il y a eu des propositions de paix. Chaque fois, l'OTAN, les États-Unis ont craché à la figure. Chaque fois. Et à la fin 2021, les Russes ont fait une dernière proposition, c'était la proposition de paix, le plan de nouvelle architecture de la sécurité européenne que les Russes proposent en décembre. Là aussi, Blinken vient le 12 janvier à Genève pour discuter de ça, terminé, fini. Là, ça a eu un déclic, et les Russes ont décidé d'intervenir pratiquement pas avant 10 jours avant. C'est la conférence, il y a encore eu Macron qui s'est précipité, vous vous rappelez, avec la longue table, il y a eu Scholz. Les Russes ont encore attendu en disant peut-être qu'avec Macron ou Scholz, il y a encore un espoir qu'on arrive à appliquer les accords de Minsk. C'était 15 jours avant. 10 jours avant, c'était 10-12 février, nouvelle conférence de Munich. Que fait Zelensky? Zelensky annonce qu'il va importer, qu'il va accueillir des armes nucléaires américaines en Ukraine. C'est exactement le syndrome de Cuba, aucune mention dans la presse occidentale. Mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres, et c'est à partir de là que Poutine a décidé d'intervenir. Parce que pour lui,
c'était exactement pour l'affaire des missiles de Cuba en 62, avoir des missiles atomiques, enfin nucléaires, sur le territoire ukrainien à 2 minutes de Moscou, avec la vitesse, c'est-à-dire en détruisant toute la dissuasion nucléaire, parce que 2 minutes, ça ne donne pas le temps de réagir, ça ne donne pas le temps d'appuyer sur le bouton pour organiser la riposte. Donc c'est toute la stratégie militaire, toute la stratégie de dissuasion qui était jetée à l'eau, et ça voulait dire immédiatement la soumission totale de la Russie aux ordres américains, parce que si vous ne pouvez plus réagir, vous êtes mort, symboliquement et réellement si ça a lieu. Donc pour lui, c'est ça. Et à partir de là, Poutine enclenche la machine, reconnaissance du Donbass, pour se donner une légitimité pour intervenir, etc. Et 10 jours après, dizaine de jours après, la chose intervient. Et les Russes interviennent avec cette manœuvre faire à cheval. Ça, c'est une des questions militaires. Pourquoi, mais je ne veux pas être trop long, j'arrête ici. Mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi ils ont déclenché cette opération militaire comme ça et pas autrement. Mais c'est une autre question qui nous intéresse peut-être moins maintenant. Puis on passe la parole à Annie. Oui, alors on va dézoomer un peu ce conflit. Voilà, tout à fait, la chronologie. On va parler du livre de Brzezinski en 97. On va parler après sur la géostratégie et la géopolitique. Je voulais passer donc la parole à Annie Lacroix-Ruiz pour dézoomer un peu et identifier donc sur 1000 ans d'histoire. Non, il faut... sur 1000 ans d'histoire, comme vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage également, monsieur Netton, ce que nous dit l'histoire et si finalement ce conflit vous a surpris et ce que nous enseigne par rapport à ce qui s'est passé. J'ai aussi personnellement beaucoup aimé dans votre livre, vous parlez de l'Ukraine en disant que ça a toujours été une sorte de caverne d'Ali Baba pour les grandes puissances, que vous appelez les empires. J'ai aussi appris en vous lisant que l'Allemagne, par le truchement de l'Allemagne, un certain nombre d'empires ont essayé de déstabiliser aussi la Russie bien après la guerre de 1945 et ont aussi utilisé l'Ukraine. Donc en fait tout ça vient d'encore plus loin que ce qu'on vient d'évoquer. C'était bien de rappeler quand même les faits et la chronologie de ce qui est passé. Évidemment, je ne vais pas remonter à 1000 ans, je ne suis spécialiste que d'histoire contemporaine, mais puisqu'on a repris les choses très justement à partir du démantèlement de l'Union soviétique, moi je vais rappeler que ce démantèlement a été précédé par une course à la Russie, effectivement, qui a plusieurs siècles, mais qui a pris un tour aigu dans la phase impérialiste du capitalisme. Il faut se rappeler que l'Ukraine a été une sorte de fleuron du capitalisme russe qui se met en place véritablement à partir de 1892, la politique de vide, c'est-à-dire d'importation massive du capital étranger. Il faut se rappeler qu'en 1917, la jeune Russie soviétique a une industrie, une économie moderne qui est exclusivement étrangère, comme l'Espagne d'ailleurs en 1936. Hein, il n'y a pratiquement rien pour les Russes. Alors, l'objectif des puissances, on va commencer par les puissances germaniques parce que je dirais que activement, ce sont les premières intervenantes solides sur le terrain. Il se trouve, sans revenir sur des siècles en arrière, que l'expansion germanique, elle a été mise en œuvre par les empires qui sont constitués, l'empire autrichien, le Saint-Empire romain, et puis l'empire plus tardif allemand. Et que, on a évoqué tout à l'heure le Vatican. Le Vatican s'est trouvé à l'ère moderne, à l'ère de la dynastie autrichienne, le principal instrument de l'expansion de l'Autriche vers l'Est. L'Autriche qui exporte des produits agricoles vers le Sud, qui a besoin de la richesse agricole de l'Est, et donc qui délègue le Vatican à cet effet. C'est évidemment quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est particulièrement tabou, puisqu'il paraît que le Vatican est une puissance spirituelle,
Le Vatican n'est pas seulement ça, hein. N'importe qui fait un petit peu d'histoire médiévale et moderne sait très bien que le Vatican, c'est autre chose. Mais c'est licite à l'époque moderne, c'est absolument tabou à l'époque contemporaine. Alors, pour en venir à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire que moi je vais partir grosso modo de la fin des années 80, ou du début des années 1890, on en est à l'efficacité de la marche de l'Est de l'Allemagne, parce que l'Autriche est en ruine. Le Vatican, qui a le sens de l'opportunité, abandonne son ancien protecteur, il l'abandonne complètement pendant la Première Guerre mondiale, et réserve à l'Allemagne la tâche d'assurer ce Drang nach Osten. Ce Drang nach Osten, qui évidemment n'est pas non plus seulement spirituel, mais qui vise à ajouter aux puissances germaniques la puissance supplémentaire des terres, de la richesse, notamment d'ailleurs de la richesse ukrainienne, ce qui fait qu'à partir de l'époque que j'évoque, l'Ukraine est dans les marches de la Russie, ce qu'on appelle les marches, c'est la frontière occidentale, l'espèce de fétiche des puissances germaniques et notamment de l'Allemagne, hein, qui a commencé à coloniser ailleurs, notamment d'ailleurs en réalisant un des premiers, sinon le premier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire la liquidation dans l'Afrique du Sud-Ouest des Herero et des Nama, et dont les représentants du capital colonial disent franchement, en 1906 par exemple, vous voyez, sur fond de liquidation des populations révoltées d'Afrique du Sud-Ouest, que comme l'Allemagne est surpeuplée, on ne voit pas pourquoi elle se contenterait des zones sableuses d'Afrique du Sud-Ouest, hein, et pourquoi elle n'irait pas dans les steppes faiblement peuplées mais très productives de la Russie centrale et méridionale. Bien, alors comment on fait pour financer, pour réaliser cette expansion, qui est une expansion qui est avant tout une expansion économique? C'est ce qui a été évoqué, mais qu'il faut toujours avoir en tête. On ne parle que d'idéologie, la réalité, c'est l'économie. C'est-à-dire que l'Allemagne veut se goinfrer l'Ukraine, le reste aussi d'ailleurs, les pays baltes, etc. Je le dis parce que vous savez bien qu'on nous explique aujourd'hui que la Russie soviétique a martyrisé les pays baltes, ce qui est assez curieux parce que quand même les pays baltes, ça fait partie de l'Empire russe à l'époque de Pierre le Grand. Bien. Alors là, évidemment, comment conquérir l'Ukraine? D'abord, il faut payer des gens, ça aussi, ça fait partie, je dirais, de l'économie et pas seulement de l'idéologie. Il faut payer des gens qui trouveront que c'est très bien de séparer l'Ukraine, qui est quand même un élément majeur de l'Empire russe se constituant à partir du Moyen-Âge. Il faut développer un autonomisme ukrainien. Il faut le savoir, et c'est visible ne serait-ce que dans les archives du Quai d'Orsay, et notamment la série, dite nouvelle série 1898-1920, l'autonomisme ukrainien est entièrement financé par le Reich avant 1914. Ce que personne ne sait aujourd'hui, mais enfin, je vous renvoie à ce que je viens d'évoquer. Alors, évidemment, pourquoi est-ce que le Vatican intervient? Comme il est intervenu pour l'Autriche, il intervient bien sûr pour l'Allemagne. Il y a des gens qui se disent oui, mais l'Allemagne est surtout protestante. Tout ça n'a strictement aucune importance. C'est un pays protestant tout à fait bienvenu et béni, alors que la France catholique est absolument haïe, et vous savez que ça ne remonte même pas aux radicaux de 1900, 1904, 1905, que ça remonte à une période bien plus ancienne, puisque les États nationaux, pour établir leur souveraineté, depuis l'ère moderne, France comprise, ont dû de temps en temps s'en prendre aux prétentions excessives du Vatican. Donc comment faire, sachant que l'Église contrôle en Europe orientale les populations de la naissance à la mort
du baptême jusqu'aux obsèques. Bon, en passant évidemment par toutes les étapes de la vie des personnes. Donc, dans la zone en question, l'Ukraine, il y a un ouest qui a été déjà très grignoté par les puissances germaniques et le Vatican, d'abord par l'Autriche puis par l'Allemagne, c'est-à-dire une Ukraine catholique. Il faut le savoir parce que c'est l'Ukraine de Maïdan, cette Ukraine catholique, c'est-à-dire les uniates, c'est-à-dire à partir de la scission orthodoxe catholique de l'époque moderne, de tous les développements depuis 1598, une progression de l'Église catholique qui se fait via une espèce de travestissement, c'est-à-dire on a l'air orthodoxe, mais en fait on ne l'est pas du tout. On s'établit un clergé qui peut éventuellement se marier, oui, c'est plus sympathique dans le catholicisme classique, et ça nous fait toute la zone occidentale de l'expansion autrichienne puis allemande. Donc il y a en Ukraine à la fois un ouest uniate, minoritaire, et puis le reste orthodoxe, qui est bien intégré à l'Empire, voilà. Et la Première Guerre mondiale est un élément majeur de la conquête de l'Ukraine. On le sait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est fait rétamer, comme on ne sait plus d'ailleurs, par l'armée rouge, mais dans la Première Guerre mondiale, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que dans la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a fait des avancées considérables vers l'Est. D'ailleurs, qu'elle n'a même pas interrompu quand elle était vaincue. Il faut quand même se rappeler que la Russie a été obligée de signer cet abominable traité de Brest-Litovsk dans une période d'extrême faiblesse, quand Lénine a dit il faut signer parce que sinon on perd le pouvoir soviétique, et que à ce moment-là, la menace pour la Russie, car il y a une première période de sécession, les Allemands s'appuyant sur les autonomistes ukrainiens, c'est-à-dire 18-20, vous savez, quand on nous dit c'est ancien, oui, il y a une Ukraine indépendante, elle n'a jamais été indépendante, ça n'existe pas l'indépendance, ni même l'autonomisme ukrainien. Il n'a aucune substance historique, aucune. Évidemment, je suis obligé d'aller très vite là et d'avoir l'air affirmatif sans preuve, mais par ailleurs, des preuves, comme d'autres historiens, j'en apporte. Donc, on se trouve, après cette période terrible, ma foi, dans une récupération soviétique en 1920 de l'Ukraine. Mais, j'entre pas dans les détails, je l'ai montré par ailleurs, il se trouve que, comme les puissances occidentales, d'ailleurs États-Unis compris, n'ont pas réussi à écraser la révolution bolchevique, il faut maintenant trouver des moyens plus astucieux. Alors, le moyen plus astucieux, c'est de s'appuyer sur des puissances serves. Et parmi les puissances serves, il y en a une qu'il faut évoquer parce qu'elle joue un rôle en apparence très important dans le conflit actuel. C'est la fameuse Pologne, c'est-à-dire la Pologne de Pilsudski, qui sera aussi la Pologne de Beck, c'est-à-dire cette Pologne qui veut se battre contre la Russie, ça n'a pas attendu d'ailleurs l'ère soviétique, et à laquelle les puissances occidentales confèrent un rôle très important en lui apportant des armes, alors que l'armée polonaise est nulle. Il faut le dire, elle est nulle, elle est strictement nulle. Je renvoie là encore aux archives militaires et diplomatiques dont je fais usage souvent, mais la France intervient. C'est intéressant aussi sur le rôle de la France aujourd'hui, sur cette France qui intervient en Pologne et puis qui fait. Alors, la Russie, la Pologne s'est pris une pâtée terrible en 1920 puisque quand même les Soviétiques sont arrivés, attaqués par la Pologne, sont arrivés au faubourg, dans les faubourgs de Varsovie. Mais la France est intervenue, la France de Weygand. Oui, la France de Weygand, la France de De Gaulle.
qui est venu apporter à la Pologne les forces militaires dont elle ne disposait pas. Résultat des courses, que je n'ai pas non plus le temps de développer, c'est que la Pologne touche une partie considérable de l'Ukraine, de la zone ukrainienne, que selon la ligne dite Curzon, c'est-à-dire la ligne qu'un secrétaire au Foreign Office avait établie sur une base ethnique, dans l'idée qu'on pourrait donner tout ça aux Russes une fois les tsars réinstitués. Donc ça nous fait une bonne bande qui inclut Kiev, qui inclut Lvov, l'Ukraine occidentale. Eh ben non, tout ça, l'Ukraine occidentale, Lvov, on va le donner à la Pologne. Et cette Ukraine occidentale... Vous êtes en quelle année là à peu près? Alors là je suis en 1920. 1920. En 1920, on lui donne tout ça. Alors la Pologne se trouve en Ukraine, et c'est aussi intéressant sur son comportement actuel. La Pologne a un objectif majeur, écrabouiller les Russes. Bon, avec de l'aide, puisque de toute façon, je l'ai dit, son armée est strictement inepte. Elle est inepte parce qu'elle est constituée de chefs militaires qui sont l'émanation de l'aristocratie foncière et qui règnent sur de malheureux soldats qui sont plutôt paysans et qui n'ont rien. Vous voyez, ça fait des armées très fragiles, tout ça. Et donc, on se retrouve en 1920 avec une Russie dont toute une partie des populations russophones, ukrainiennes, biélorusses, ont été attribuées aux Polonais. Les Polonais passent alliance avec les Allemands, enfin si on peut appeler ça une alliance. C'est-à-dire que comme les Allemands veulent récupérer ce qu'ils ont perdu, Danzig, ils font semblant la Pologne fait semblant de croire qu'elle pourra gentiment rendre Danzig à l'Allemagne et que l'Allemagne, très gentiment, l'aidera à conquérir l'Ukraine. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer, mais je renvoie au Vatican, l'Europe et le Reich. C'est tellement compliqué. Vous savez, les choses simples sont finalement tellement compliquées. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des gros livres. C'est que c'est tellement simple, mais sur le détail compliqué ou surtout long, qu'il faut évidemment exposer les choses. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est l'Allemagne, à l'époque, qui décide de ce qui se passe en Ukraine. C'est l'Allemagne qui fait semblant de se liguer avec la Pologne, qui écrabouille la Pologne, puis alors avec un culot, il faut le dire, je ne donnerai qu'une étape. En 1934, il est un ministre de l'Intérieur polonais qui accueille Goebbels, je dirais, vraiment avec des effusions. Bon, le lendemain, il se fait assassiner, en juin 34, vous voyez. Le lendemain, il se fait assassiner par par des gens dont j'ai pas parlé, c'est-à-dire par ce nouveau produit de l'autonomisme ukrainien, c'est-à-dire Bandera. En 1929, en effet, l'Allemagne, qui n'est pas encore nazie, vous observerez la continuité remarquable de la politique extérieure nazie entre le Deuxième Reich, la République de Weimar, Hitler et la République d'Adenauer. Il faut dire qu'il y a des gens très bien, très raisonnables, et même très nazis de 1933 à 1945, comme l'éminent professeur d'histoire Fritz Fischer, qui l'ont montré. Ça a fait un grabus terrible en Allemagne occidentale lors de la sortie de cet ouvrage, qui s'appelait « Les buts de guerre germanique de la Première Guerre mondiale », parce que cet homme, qui avait été un nazi, mais qui était un excellent historien, avait montré, en effet, qu'il y avait une continuité remarquable dans la diplomatie allemande, et on avait donné les éléments pour la période, disons, fin 19e, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on se retrouve en 1929
avec un mouvement qui s'appelle l'OUN, l'organisation de l'indépendance ukrainienne, dirigée par un certain Bandera, un Andrei Bandera qui est, prêtre uniate, hein, le tout sous la tutelle de l'évêque de Lvov, le fameux Sheptytsky, enfin Sheptytsky, chez nous on ne le connaît pas, mais très fameux, et Sheptytsky avait cette caractéristique de symboliser la politique germanique du Vatican, parce que jusqu'en 1907, il avait été entièrement au service de l'Autriche. À partir de 1907, l'orientation ayant changé, eh bien, il était exclusivement au service du Reich. Et Andrei Bandera avait un fils qui s'appelait Stéphane, et qui, dès l'âge de 20 ans, en 1929, quand est formé le UN, est en quelque sorte, j'allais dire, sa flèche, n'est-ce pas? Alors, ce sont des gens, il faut le dire, c'est très caractéristique de l'Empire autrichien. L'Empire autrichien a développé un catholicisme, j'allais dire, classique, parce que finalement, entre l'Inquisition, et toutes les choses environnantes, la doctrine ou la foi, je dirais, l'institution catholique ne s'est pas caractérisée par son respect éminent des personnes. En l'occurrence, il s'agit d'un catholicisme qui surprenait d'ailleurs les diplomates français, qui était caractérisé par une espèce de frénésie. J'ai vu beaucoup de dossiers d'avant 14 là-dessus, c'est-à-dire cette frénésie qui anime ce qui est devenu le fascisme ukrainien et qui a pratiqué ces méthodes bien avant l'ère hitlérienne. C'est ce qui caractérise l'église de Sheptytsky, c'est-à-dire il y a nous, et soit il y a la conquête, soit il y a l'élimination. On ne peut pas comprendre autrement ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une liquidation non seulement des Juifs de toute nationalité, qui eux étaient évidemment à écrabouiller, mais des Polonais, mais des Ukrainiens dissidents, car le sort des Ukrainiens dissidents n'était pas meilleur, hein. Des Russes, bien sûr. Voilà comment commence le mouvement bandériste, celui du héros national de la présente époque. Bien. Et on en arrive donc aux années 30, avec un mouvement ukrainien qui est, comme d'habitude, entièrement financé par le Reich, mais à une étape de l'expansion du Reich qui, vous le savez, s'accélère. Et donc, vous comprenez comment l'OUN est devenu l'auxiliaire du Reich avant l'attaque contre la Pologne, parce que comme ils détestent autant les Polonais que le reste, évidemment on les utilise. Je vous renvoie à cet égard vers la thèse tout à fait remarquable d'un chercheur germano-polonais qui s'appelle Rosolinski Liebe, dont la thèse a été publiée en anglais. Ça s'appelle, si c'était en français, Stéphane Bandera, la vie et l'après-mort d'un nationaliste ukrainien. Ce très remarquable chercheur a d'ailleurs subi en Ukraine, dans les années de sa recherche, sa thèse date de 2014, des atteintes permanentes et en particulier s'est fait interdire toute une série de conférences en 2012 annoncées et annulées. Alors, tout ça, ça nous fait les Ukrainiens qui sont les forces supplétives du Reich pour l'occupation de la Pologne, puis évidemment pour Barbarossa. Et vous savez bien que les Allemands salissent les mains, évidemment, dans l'occupation de la Russie, de l'Union soviétique, ils ne font même que ça. Mais leurs auxiliaires, vous savez, ceux qui trouvent quelquefois un petit peu désordonnés, ma foi, en font considérablement. Et par exemple, vous connaissez tous le massacre de Babi Yar, hein, de 1941,
et de septembre 1941, là, aux portes de Kiev, qui fait 34 000 morts et dans lequel les bandéristes se distinguent. Entièrement sous la main du Reich. D'autonomie, d'indépendance, il n'est pas question. Il faut le dire, car vous savez que depuis 2022, alors que ça a été souligné tout à l'heure, de 2014 à 2022, on nous a quand même reconnu que il y avait de ces dirigeants ukrainiens quand même qui n'étaient pas trop prêts, hein, qui étaient antisémites, etc. Ça a disparu ensuite. Mais dans la période considérée, on a des meurtriers, des assassins qui font des centaines de milliers de morts, toutes les catégories que j'ai citées comprises, qui sont un élément majeur de la tutelle allemande sur l'Union soviétique. Et il faut savoir que cette fameuse armée d'insurrection ukrainienne, l'UPA, c'est l'équivalent exact de notre LVF. On ne le sait pas. Elle n'a jamais été utilisée pour combattre. Elle a été utilisée pour faire le sale boulot d'élimination. Exactement comme la LVF n'a jamais été utilisée contre l'armée rouge. Elle a été utilisée pour faire ce même boulot, et notamment d'ailleurs pour le faire en France, parce que les petits camarades de Doriot, on les a vite rapatriés, vite fait, dès l'été 1941, vu leur efficacité sur le front russe. Bien. Alors, la LVF, vous savez que c'est, avec Barbarossa, l'agression contre l'Union soviétique, c'est cette bonne idée, présumée être celle de Doriot, de constituer une légion française, des volontaires français contre le bolchevisme. Je me permets de renvoyer à des ouvrages antérieurs, et notamment à la non-épuration, qui parle quand même beaucoup de l'époque de l'occupation. Alors, nous en sommes là, mais ça ne marche pas vraiment, parce que, étant donné le type de résistance de l'Union soviétique, donc tout de même, les responsables de notre armée ont prévu qu'elle allait conduire à la défaite de l'Allemagne en juillet 41, pas en 43, à Stalingrad, en juillet 41. Donc, disais-je, il est clair que ça ne va pas aboutir à l'objectif prétendument attendu, c'est-à-dire l'indépendance de l'Ukraine, sachant que l'Allemagne a fait savoir aux bandéristes ou à leurs petits camarades que d'autonomie ou d'indépendance, il n'y aurait jamais. Je vais très vite. En 1943, évidemment, les bandéristes et leurs petits camarades comprennent très bien que les carottes sont cuites du côté allemand. Ils avaient compris avant, mais bon, ils s'en vont dans les fourgons allemands, sachons-le. Hein, c'est-à-dire que quand les troupes allemandes quittent l'Union soviétique, par exemple à Lvov en juillet 1944, qui part dans les fourgons du Reich pour atterrir à Berlin? Bien entendu, les bandéristes. Et ces bandéristes comprennent très bien, comme tout le monde d'ailleurs, comme nos bourgeoisies, que la carte allemande n'étant plus jouable, il serait préférable d'opter pour la carte américaine. Ce qui se fait d'emblée, et encore, je vous épargne parce qu'on n'a pas le temps, les véritables relations germano-américaines pendant la guerre, qui méritent aussi un arrêt important, mais on va passer à l'ère américaine. C'est-à-dire une ère qui n'est en fait pas exclusivement américaine, qui est américaine, mais qui est, je dirais, germano-vaticano-américaine. Pourquoi? Parce que, bien entendu, les Américains n'ont pas attendu 1943 ou 1944 pour penser à l'Ukraine. Ils n'ont tellement pas attendu qu'un célèbre homme politique de droite et même d'extrême droite polonais, Roman Dmowski, avait dans un ouvrage qui, je crois, finalement n'est jamais paru. Nous, on l'a annoncé, nos diplomates l'ont annoncé, mais je ne sais pas à quoi ça s'est heurté, on ne trouve pas cet ouvrage.
Moi j'en ai des extraits dans les archives de 1930. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Sodmovsky? Il nous dit, voilà, l'Ukraine c'est tellement riche, hein, évidemment, il n'est pas question d'Ukraine indépendante, il n'y en aura jamais. Pour l'instant, dit-il, elle est devenue l'objet d'un vif intérêt pour les représentants du capital européen et américain. Une Ukraine indépendante devrait être une succursale, 1930, hein, une succursale économique et politique de l'Allemagne. Par contre, je vous le dis parce que comme on va aborder après la question des raisons fondamentales de l'intérêt pour l'Ukraine, par contre, la Russie sans l'Ukraine, privée de ses céréales, de son charbon et de son fer, serait restée un État grand point de vue territorial, mais n'ayant aucune chance d'indépendance économique et condamnée à dépendre éternellement de l'Allemagne. Lui arracher cette Ukraine serait lui arracher les dents. Évidemment, vous me ferez observer que depuis, l'Ukraine, dans le cadre soviétique, est devenue un élément moins décisif, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, et plus encore dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a amorcé un développement économique de l'ensemble de l'Union, et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Est a affirmé un rôle, évidemment, qui est toute une partie de la Russie, de l'Union soviétique étant occupée à l'Ouest, elle a amorcé un rôle considérable. Il n'empêche, hein, vouloir piquer l'Ukraine à l'Union soviétique, c'était tout de même un petit peu hasardeux. Alors, comment se passe cette ère américaine dans laquelle nous sommes? Eh bien, nous ne le savons pas, parce que nous n'avons pas le droit de le savoir, mais les ambitions américaines en Ukraine, elles se sont à la fois accompagnées de la présence allemande, et elles ont lutté contre l'Allemagne. Parce que ce qui caractérise les États-Unis, c'est une caractéristique propre compte tenu de la puissance de cet impérialisme à partir du moment où il se dégage, c'est-à-dire, disons, dans la décennie 1890. C'est que c'est pas un bout pour moi puis un bout pour vous. C'est tout pour moi. Alors, on peut se dire, bon, c'est un propos de pétroleuse, elle exagère. Pas du tout, pas du tout. Celui qui veut comprendre la véritable position des États-Unis doit absolument lire les notes sur la Chine envoyées par le secrétaire d'État Hay en septembre 1899 à tous les conquistadors de la Chine, européens et japonais. La Chine, c'est pour nous. Vous êtes bien gentils, vous l'êtes mis en morceaux, mais vous ne nous opposerez absolument aucun droit. Ben, c'est pareil pour l'Ukraine. Alors, comment les choses se sont faites? Pour ne pas empiéter trop, parce que je vois que j'ai déjà empiété trop, je vais rappeler ce qu'étaient les ambitions américaines, comme les autres. Hein. Ma foi, évidemment, tant que l'Allemagne avait des dents, c'était un petit peu délicat de lui dire officiellement que non, l'Ukraine ne serait pas pour elle. Mais avec le sort de la guerre, évidemment, les choses s'améliorent. Alors, bah, vous me direz, oui, mais quand même, les États-Unis se sont dit, ma foi, en bons négociateurs, bon, ben voilà, l'Union soviétique aura un petit peu quelque chose, et puis nous, on aura le reste. Pas du tout. En 1944, en mars 1944, Avril Harriman, qui était l'héritier d'un énorme empire ferroviaire, financier, etc., a intérêt très allemand, mais quand on parle des trusts américains, on parle toujours d'intérêt allemand, puisque ça n'a jamais cessé depuis le 19e siècle. Donc cet Harriman, qui est ambassadeur à Moscou de 43 à 46, dit « Vous inquiétez pas, on est tellement fort, et l'Union soviétique tellement affaiblie, tellement bousillée, que elle ne demandera même pas une petite zone d'influence, il suffira de lui promettre $1 milliard de prêt, pour avoir une idée comparative, les synthèses établissent à peu près 200 milliards de dollars le coût de l'occupation allemande sur l'Union soviétique. Hein. $1 milliard, elle se tiendra tranquille. Bon, alors,
Staline, qu'on fait passer vraiment pour, on le sait, le bourreau atroce, etc., il était très compréhensif avec les États-Unis, mais sur ce coup, ça n'a pas marché. Mais les Américains ont tenté, et en particulier leur service de renseignement, l'OSS, l'Office of Strategic Services, le prédécesseur de la très célèbre CIA, dont on ne présente même plus, je rappelle que ça s'appelle la Central Intelligence Agency, l'agence centrale de renseignement. L'Office, donc l'OSS, décide qu'on va aller sur le terrain préparer l'occupation américaine. Ah bon? Alors on envoie des gens en Roumanie, partout, hein. Bon, vous me direz pas directement en Union soviétique, mais quand même. On en envoie un peu partout. Alors, sachez quand même que l'OSS, comme la CIA d'ailleurs, c'est le domaine, non pas simplement du barbouze, hein, mais de la fine fleur des élites intellectuelles, financières et intellectuelles américaines. Hein. Ils sont tous les chefs sont avocats d'affaires. Ça semble excessif ce que je raconte, mais vous vérifierez. Hein. C'est le cas de Donovan, le fondateur, c'est le cas d'Olin Dulles. Si vous lisez mes livres, Olin Dulles, vous le connaîtrez comme votre poche, et ça vaut le déclassement. Bon, ces gens, donc, se disent que on va essayer d'arracher à l'Union soviétique la fameuse zone, hein, s'il n'est pas encore question officiellement de voler l'Ukraine, mais on va tout lui arracher, et puis finalement ça ne marche pas tout à fait, parce qu'il faut attendre quand même quelques années. Alors commence la subversion germano-vaticano-américaine de l'Ukraine. Vous me direz, mais comment? Eh bien, sur qui les Américains pouvaient-ils s'appuyer? Bien entendu, sur les gens expérimentés. Et les gens expérimentés, c'était qui? Les Allemands. Et en particulier qui que les Américains ont récupéré, mais alors sur le champ. Qu'est-ce qui se passe? Les Allemands, ils sont allés à Berlin. Et puis, en mai 1945, Berlin, ça devenait délicat pour les raisons que vous savez. Donc, où est-ce qu'ils ont atterri? Eh bien, une grosse partie en zone américaine. À Munich. Ah ben, ça tombe bien en plus. Parce que, comme vous le savez, Munich a été, certes, un berceau des grands intellectuels, mais enfin, un berceau du nazisme. Hein. Bon, alors, on est tous à Munich. Et alors, à Munich, il y a un drôle d'oiseau qui s'appelle Richard Gehlen, qui a été officier de la Wehrmacht, mais alors nazi. Hein. Des fois, il y en a qui ont des doutes, c'était pas vraiment nazi, bah si, oui, nazi, au parti nazi. Et ce Gehlen, en mai 1945, les Américains le récupèrent, puisqu'il dit, c'est mes petites valises là que j'ai mises dans la montagne à côté, j'ai tout sur l'URSS. Bah oui, il a été le chef du corps d'occupation. C'est lui qui est le responsable de l'armée Vlasov, c'est lui qui est le responsable de tout et de n'importe quoi. Et qui est-ce qui va organiser le bazar en Ukraine? Mais alors le bazar, hein, l'incendie des récoltes, enfin, sans arrêt, hein. Et ben Gehlen et les siens. En quelle année? Et là je suis en 45. Alors ça vous explique comment, de 1940, parce qu'ils ne sont pas tous partis. J'ai eu tort, ils ne sont pas tous partis. Une partie est restée. Quelques dizaines de milliers sont restés, des bandes, hein. Rien que ceux qui s'en vont et qui seront accueillis à bras ouverts aux États-Unis par dizaines de milliers. Au Canada, ceux qui On peut pas raconter. Non, on est ceux qui nous expliquent les délices, les mamours du Canada et des fascistes canadiens, vous savez, qui ont accueilli je ne sais plus quel criminel de guerre de 95 ans, là 99 ans, en disant que c'était un héros national, voilà, Yaroslav Maka. Unka qui a embrassé Vladimir Zelensky le 22 septembre. Unka, c'est la SS Galicie, c'est un vrai SS, qui a été présenté donc au Parlement canadien. Oui. Alors c'est une bévue, c'est pour vous dire comme le niveau politique du Canada, on se plaint des nôtres, mais alors au Canada, zéro, parce qu'il y a une grosse communauté
ukrainienne, énorme de dizaines de voilà, milliers, qui a fait de éliminer de sa chaire un grand professeur spécialiste de la sociologie du RSS, qui était un grand spécialiste et qui a exposé des propos il doutait de l'intervention occidentale en Ukraine, il était contre cette intervention et le prêt des armes, il a perdu sa chaire. Et ben voilà. Il a perdu sa chaire. Ça rappelle ce que l'excellent chercheur... Et j'aimerais bien qu'on arrive à après-guerre, parce Voilà. que ça a continué après-guerre. Voilà. Alors donc, alors, comment s'organise la chose? Guélen, avec tout son appareil de l'occupation de l'URSS, notamment son second, Anko Heere, organise le bazar. Vous savez ce que c'est le bazar? Le bazar, il était dicté officiellement. Le texte est officiel, là, vous pouvez le trouver si vous cherchez dans les documents. Le 14 juin, 1948, la CIA, constituée depuis juillet 1947, décide de ce qu'on va faire, c'est-à-dire, en fait, l'objectif, vous me direz, à l'époque, c'est l'endiguement. Hein? On va empêcher les soviétiques d'avancer. Bon, outre qu'ils n'ont jamais avancé d'un centimètre après 1945, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est du refoulement. C'est-à-dire, on va liquider la zone d'influence soviétique et on va liquider l'URSS avec. Et au cœur de l'URSS, il y a l'Ukraine. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une action psychologique. Alors, vous regarderez dans un ouvrage auquel j'ai participé, sur la Russie sans œillère, vous verrez le texte quasi complet sur les œuvres psychologiques. Les œuvres psychologiques, c'est à la bombe, tous les actes de guerre sauf l'entrée en guerre officielle. Oh, bah ça nous rappelle quelque chose, dites donc. Tous les éléments de l'entrée en guerre, vous voyez, la proxy, c'est pas de 2022. Bon, alors, quoi? J'ai dit les récoltes, la propagande, les explosions, tout ça. Ça commence. C'est même tellement efficace, tout ça financé par les États-Unis, réalisé sur place par les collaborateurs des Guélen, avec évidemment les bandéristes restés sur place. Ça fait déjà entre 45 et 51, 35 000 cadres militaires et civils de l'Union soviétique qui sont liquidés par cette délicieuse coalition. Et puis voilà, alors j'ai déjà beaucoup dépassé, évidemment, de l'argent, avant que Madame Nuland n'avoie, parce que Madame Nuland, elle n'a pas attendu Maïdan, hein. Moi j'ai cité des interventions de Madame Nuland en 2013, pas piquer des verres, sur le fait que les compagnies américaines allaient prendre pied en Ukraine, et puis avant les aveux de 2014 devant le Congrès, sur le fait qu'on avait dépensé 5 milliards de dollars de propagande. Mais la propagande, elle n'a jamais arrêté. Elle était même tellement extraordinaire que, Zelensky, voilà que je perds le Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, voilà le grand échiquier, le fils d'un diplomate antisémite, anti-russe, et ayant gagné les États-Unis, c'est un cursus classique. Ce fils donc était devenu un éminent politologue et qui, vous le savez, qui a été un éminent propagateur de la guerre froide, etc., et qui a fait une série d'ouvrages, dont ce fameux grand échiquier. Ce Zbigniew Brzezinski, les organisations financées, avant même les 5 milliards de dollars, pour d'autres millions ou milliards de dollars, disaient que les organisations de propagande étaient tellement extraordinaires que, je le cite, vu les dividendes impressionnants engagés, on est en 77, quand il est conseiller spécial du président Carter, hein, et l'impact obtenu sur le public spécifique dans la zone visée, ça pour parler clair, que ça marche très bien avec les Ukrainiens,
on va continuer. Bon, ça n'a pas arrêté jusqu'en 90. C'est-à-dire que quand l'URSS s'effondre, officiellement n'existe plus en 1991, ça fait belle lurette que ça a déjà coûté beaucoup d'argent aux États-Unis, dont le retour, vous le savez, a été amorcé par les dernières décennies, en vous présentant mes excuses pour cet allongement.